Nous revenons donc aujourd'hui sur la question de la politique des sciences, sur les enjeux de pouvoir, la politique des savoirs, etc. Nous allons commencer par la présentation de Sylvain Laurence, qui est directeur d'études à l'École des hautes études, qui est chercheur au Centre Maurice Halbwachs, et qui va nous parler à partir de son travail, y compris d'un ouvrage publié récemment qui s'appelle Militer pour la science. Il va nous parler de la capture du free speech et des libertés académiques. Donc, je lui donne la parole en le remerciant vivement, en te remerciant vivement, Sylvain. Cette présentation est au cœur des questions que nous essayons de traiter dans ce colloque. À toi la parole pour 10 minutes, jusqu'à ma petite main qui s'agitera. Merci beaucoup, Eric. Merci, Caroline, pour cette invitation, puis pour cette présentation. Je pense que c'est très important qu'on ait ce genre d'espace pour pouvoir partager nos expériences, mais aussi peut-être faire un peu du tri dans les travaux récents qui ont pu sortir avec des outils de sciences sociales pour penser ce qui arrive et ce qui se passe. Moi, pour ma part, en fait, donc, je vais utiliser mes 10 minutes surtout pour faire un espèce de survol un peu rapide des éléments que j'ai pu voir au fil des enquêtes que j'ai menées depuis 2015 autour des groupes d'intérêt et notamment les liens qu'on peut faire entre certaines transformations des stratégies des groupes des milieux d'affaires et de tout ce qui nous arrive aujourd'hui autour de liberté académique, des débats autour du free speech, etc. Alors, c'est des liens qui sont encore à construire, je pense, de façon plus minutieuse, mais il y a quand même déjà des travaux qui existent. Pour en dire un mot, moi jusqu'en 2015, je travaillais plutôt sur les groupes d'intérêt du patronat industriel, notamment à Bruxelles, où j'avais fait des énographies, du lobbying, et je montrais notamment comment les groupes d'intérêt utilisaient la science, et notamment les sciences dites exactes, la biologie, la toxicologie, et tout un tas de sciences comme ça tournées plutôt vers l'expérimentation pour défendre leur intérêt auprès des agents de la Commission européenne. Et sur le terrain d'enquête en 2015, on a commencé à voir émerger une forme de mutation un peu des groupes d'intérêt par rapport à ça. Donc, il y a des tendances lourdes qui font de plus en plus de lobbyistes qui ont des profils de sciences dures et qui vont directement parler comme ça aux agences de la Commission, soit l'agence chimique européenne ou à l'EFSA ou autre. Et donc, on voit comme ça une diminution des profils de doctorants en Sciences Po ou en Sciences Éco au profit de doctorants en sciences dures qui vont directement finalement défendre l'intérêt du patronat et des milieux d'affaires à travers un langage scientifique. Et ce qu'on a vu naître aussi, parallèlement à ces stratégies du côté de l'administration, c'est des stratégies de capture d'un discours aussi de la science amateur. Donc là, par exemple, là, cette photo, c'est un garçon qui va parler pour une ONG qui s'appelle Sense of Bad Science, du sens à propos de la science, et qui demande aux eurodéputés, donc là on est au Parlement européen, de prendre position en faveur de la science et surtout de ne pas prendre de décisions publiques qui ne s'appuieraient pas sur des preuves scientifiques. Notamment à l'époque, c'est la grande débat autour du glyphosate. Est-ce que la Commission européenne doit réautoriser ou pas le glyphosate pour 5 ans? Et on a ce type d'associations qui prennent position, alors même que ce garçon-là, il est en thèse, certes, en mécanique, certes, mais il est aussi salarié au bureau européen de lobbying de Toyota. Et donc, il intervient comme citoyen ordinaire au Parlement pour demander à ce que les eurodéputés utilisent la science et prennent bien sûr des raisons très informées par rapport à ça. Si on creuse un peu cette association, rapidement, on va retomber sur des financements des Koch brothers et des fondations industrielles libertariennes américaines, chapeautées par un lord anglais qui s'appelle Lord Dick Tavern, qui est lui-même devenu père à vie en Angleterre sous Tony Blair et qui avant ça travaillait pour Philip Morris, et des troupes militantes, des animateurs qui sont passés par une revue qui s'appelle Living Marxism, marxisme vivant, hein, des gens qui donc eux aussi citent Lénine, mais se définissent aujourd'hui comme des libertariens anti-écologistes. Et donc c'est ce mélange de trois forces sociales finalement qui rend possible ce nouveau type de groupe d'intérêt. C'est des méthodes assez courantes en lobbying, on appelle ça l'astroturf, c'est faux mouvement de citoyens, sauf que là, ils sont orientés, c'est un peu nouveau, en faveur de la défense de la science contre les biais militants et contre des usages, on va dire, sauvages de la discussion scientifique. Si on voit les Monsanto Papers, on voit que du côté de Monsanto, c'est maintenant ce type d'association, c'est un des 4 canaux qui sont pensés comme des canaux de lobbying pour des firmes comme Monsanto,
qui n'existe plus aujourd'hui, ça a fusionné avec Bayer, mais vous voyez, le premier canal, c'est ce que j'avais étudié dans les côtés du capitalisme, donc c'est plutôt les confédérations patronales classiques, hein, comme European Crop Protection Association, mais on va retrouver un deuxième canal qui vise l'université, donc avec des listes de diffusion entre académiques, avec BioChater, mais aussi ce type de fausses ONG qui sont là pour capturer, non pas la science, mais cette zone quelque part entre l'espace public et l'industrie, et ces gens qui parlent dans l'espace public au nom de la science. Donc, pour essayer de comprendre comment on en était arrivé là, je suis tombé dans une espèce de trou, j'ai fait une espèce d'histoire et de sociologie des mouvements rationalistes, et en essayant de saisir comment l'industrie a essayé de capturer ces milieux-là. Donc, comme Eric l'a dit, il y a ce premier livre qui s'appelle Militer pour la science, où je reviens sur l'évolution des organisations pro-science en France. Puis un deuxième livre qui est un peu plus dans les interventions que j'ai écrit avec deux journalistes d'investigation du Monde, Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, où on essaie de comprendre comment ces milieux-là ont fait l'objet de techniques d'investissement. Et on va le voir, en fait, par rapport au débat actuel, beaucoup de choses qu'on vit aujourd'hui, en fait, sont issues soit de tactiques industrielles qui ont été sauvagement importées après par des acteurs français, soit de choses qui sont directement financées encore par l'industrie. Un des intérêts de l'enquête aussi, je trouve, c'est qu'en fait, on va trouver des acteurs qui sont à la fois dans la défense du glyphosate et en même temps contre l'écriture inclusive. Et donc, une des découvertes qu'on a fait aussi chemin faisant en enquêtant, c'est que quand on travaille sur ces questions, notamment d'agriculture bio, etc., en fin de compte, il n'y a pas un gros effort à faire pour avoir à peu de frais une cartographie aussi des gens qui interviennent contre la culture wok, contre l'écriture épicène, etc. Donc, je vous donne un exemple parmi 10 000, mais par exemple, ce garçon, Marcel Knuns, qui est biologiste au CNRS, donc vous pouvez tout à fait lire dans le Point du Figaro des articles de lui où il dit qu'il faut arrêter avec l'alarmisme autour du glyphosate, et qu'il met en avant un discours scientifique et raisonné, alors même que les agences du type CIRC ou OMS ou autres expliquent que le glyphosate est cancérigène. Donc lui, il prend l'argument de la raison et de la science pour dire qu'il n'y a pas de problème, et le même, quelques jours plus tard, peut écrire dans le Figaro Box contre la théorie du genre et une écriture inclusive. Et c'est vraiment le même Marcel Knuns, rien à voir avec Groland, hein, mais c'est vraiment le même type d'acteur qu'on va retrouver souvent entre deux types de débats, avec une continuité des arguments, et ça aussi je pense qu'on va essayer de bien monter dans le livre, notamment l'hystérie qui serait autant le fait des écologistes depuis Rachel Carson que des gens qui militent pour l'écriture inclusive. Et donc beaucoup de ces arguments-là, en vérité, ils ont une origine qui est, on va dire, du côté des stratégies industrielles, notamment américaines, et avec une extension continue vers les campus français. Donc là-dessus, il suffit déjà de peut-être d'ouvrir les travaux déjà existants. Je signale cet ouvrage qui n'est pas encore traduit en français, mais qui est vraiment central et qui explique beaucoup de choses, qui est l'ouvrage de Nancy MacLean, Democracy in Chance. Nancy MacLean, c'est une historienne américaine qui est tombée vraiment par hasard. Elle étudie sur les politiques, elle faisait une thèse sur les politiques éducatives en Virginie. Elle est tombée sur les archives de James Buchanan, qui est l'inventeur de Public Choice, à un moment un peu central et crucial où, en fait, on est une partie des industriels américains, notamment autour des frères Koch, ont capturé un peu tout l'héritage de l'économie néolibérale, des conseillers de Reagan, etc., Buchanan en tête, pour les mettre au service d'un nouveau projet intellectuel. Et donc, notamment dans ce livre-là, elle raconte archives à l'appui, hein, c'est vraiment un travail d'historienne, comment le Cato Institute et toutes les fondations financées par les frères Koch ont vraiment mis la main autour sur à la fois d'une série d'universités, mais aussi de séries de centres de recherche et de think tanks qui sont aujourd'hui tous pilotés pour la plupart à travers l'argent du Donors Trust et avec de l'argent qui mêle à la fois de l'industrie, on va dire, fossile, type pétrole, charbon, etc., avec de l'argent aussi de la Silicon Valley, comme notamment Peter Thiel, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages libertariens et qui finance le même pot commun, le Donors Trust des frères Koch. Ça aussi, ce n'est pas de la théorie du complot. En fait, il suffit d'ouvrir les revenus fiscaux et les déclarations fiscales des fondations américaines pour tracer l'argent et voir d'où il vient. C'est notamment ce qu'a pu faire par exemple Georges Monbiot, qui est un journaliste d'investigation anglais, qui a montré comme ça, je peux vous envoyer le PDF, que l'argent de ces fondations libertariennes irrigue plus de 400 pages d'universités et de think tank pour la seule année 2018. Et à chaque fois, ce qui est financé, ce sont des programmes qui visent à combattre ou à redéfinir ce qu'est la liberté académique ou la liberté d'expression. Beaucoup de ces think tanks sont hébergés sur le campus de Johns Hopkins au sein d'un centre qui s'appelle le Mackinac Center for Public Policy.
mais on pourrait citer tout un tas d'autres centres. C'est notamment un jeune bis du Mackinac Center qu'on doit à la fameuse fenêtre d'Overton. J'imagine que vous connaissez ce système-là, mais c'est cette idée qu'en fait, pour apparaître comme étant modéré ou centriste, finalement, les idées ultralibérales ont intérêt à figurer aussi au sein d'un champ des possibles du discours qui est réouvert, et que donc, en fait, on va réinviter à l'université des gens qui sont, par exemple, révisionnistes ou qui ont des positions très, très, très radicales contre l'écologie, pour pouvoir s'y opposer en libéral au nom d'une position ouverte aux opinions divergentes, etc. Donc là, il y a eu une forme d'évolution qui est bien décrite dans l'ouvrage de Nancy MacLean, qui a pris pour objet central l'attaque d'une notion fondamentale dans l'université, qui était la liberté d'expression et la liberté de parole. Et donc là, on joue sur une forme d'ambiguïté entre ce qui est d'une part les libertés académiques, les libertés universitaires, le fait qu'un chercheur doit pouvoir publiciser ses travaux sans faire l'objet de pression, sans être soumis à un devoir de réserve, et quelque chose qui est une vision très, très extensive de la liberté d'expression, et qui serait l'idée que pour faire de la science, finalement, on aurait le droit de dire à peu près n'importe quelle opinion, même des opinions fausses, et qu'il y aurait une bourse des opinions fausses qui pourraient exister, et la vérité émergerait de ça. Donc ça, c'est tout à fait l'inverse de la science. Il y a tout un tas d'opinions qu'on a réfutées un milliard de fois et qui n'ont plus cité dans l'espace scientifique, mais des stratégies comme celle de la fenêtre d'Overton cassent ce mécanisme d'autorégulation de la science, en disant que finalement, l'université, ça devrait être le lieu où les gens pourraient exprimer ce qu'ils veulent, ce qui est un contresens historique total, sur tout un tas de sujets. Par exemple, l'histoire de la Shoah, ça fait bien longtemps qu'on ne va pas réinviter des gens dont on sait très bien qu'ils instrumentalisent l'histoire pour plaider des choses fausses. Cette idée qu'on va occuper une position centriste, on va la retrouver sur plein de sites et plein de manifestes, notamment Quillette, qui est ce site qui est traduit de plus en plus dans le Point en France, notamment sous la plume de Peggy Sass, avec cette idée que finalement les gens de gauche seraient sectaires et que les gens d'extrême droite seraient sectaires, et qu'il faudrait occuper ce milieu central qui serait un milieu modéré, bien sûr. Cette focalisation sur l'université, on va la retrouver notamment dans un rapport central de l'American Enterprise Institute, dont je recommande la lecture à tout le monde, qui s'appelle The Politically Correct University, qui est un rapport qui va théoriser le fait que l'université serait l'endroit qui héberge énormément de gens qui seraient biaisés, notamment dans les sciences sociales, parce que notamment, il y aurait à l'université ce qu'ils appellent un left pipeline, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, les étudiants de droite seraient écrémés au fil de leur cursus parce qu'ils passeraient dans un tunnel de gauche, et que tout au long de leur cursus, en fait, ils seraient écartés par des professeurs qui sont plus enclins, parce qu'ils sont eux-mêmes de gauche, à survaloriser des étudiants de gauche avec des postures gauchistes, mais aussi parce que les étudiants de droite s'auto-élimineraient parce qu'ils seraient plus attentifs aux valeurs familiales, souvent notamment les étudiants catholiques, et que finalement faire une thèse retarderait l'entrée dans la vie de famille et donc pénaliserait plutôt les étudiants de droite qui seraient attachés aux valeurs familiales. Donc il y a plein d'arguments qu'on retrouve sur l'attaque sur les campus de FHS qui sont dans ce rapport-là, et qui sont vraiment, mais pour le coup, financés directement par cet agent industriel. La version un peu plus essayiste, ça va être le livre de Lukianoff et Jonathan Haidt, The Codling of the American Mind, qui est vraiment le livre de chevet de tout un tas d'éditorialistes aujourd'hui de France Culture, et qui est un livre qui explique que finalement, on a un gros problème dans les campus américains aujourd'hui, parce qu'on a des étudiants qui s'estiment offensés personnellement dès qu'on leur fait une contre-argumentation politique. Et là aussi, ce livre-là, il est issu d'un premier rapport qui a été financé par l'American Enterprise Institute et par une coécriture de deux garçons, Lukianoff et Jonathan Haidt, dont la plupart des événements sont financés par ce même think tank. Et cet ouvrage estime qu'en fait, on ne peut plus argumenter rationnellement sur les campus, parce qu'à chaque fois, les étudiants renvoient à leur propre point de vue situé, qui seraient incapables, parce qu'ils ont été dorlotés par leurs parents, de faire face à une forme de contradiction. Il y a demande d'avoir des safe space, bref, on ne peut plus faire de science. Donc ce type de livre-là, qui a un gros succès en termes de vente, il est là aussi porté par ce type de mouvance-là. Jonathan Haidt, un des deux. Je crois que tu n'as pas vu ma main, je me permets de ouais, la... Je vais pas tarder à m'arrêter. Vous aurez compris, c'est un plaidoyer pour faire la sociologie de ce type d'argumentation, de voir d'où ils viennent, mais notamment un des auteurs qu'on va retrouver, qui a monté Hétérodoxe Academy, qui lui se présente comme un psychologue social, qui explique que finalement les gens de gauche seraient non pas colorblind, parce que c'est souvent la critique que les gens de gauche feraient aux gens de droite, mais moral colorblindness, c'est-à-dire qu'ils seraient incapables de voir
les valeurs morales que ont leurs interlocuteurs, souvent conservateurs, et qui seraient donc sectaires. Là où, à l'inverse, bien sûr, les libertariens seraient plus tolérants, etc. Donc, ce type d'auteur et de littérature, il percole aussi du côté des milieux étudiants, notamment il y a des groupes comme Students for Liberty, qui sont financés là aussi par les mêmes fondations, et ils prennent pied sur les campus, notamment aux États-Unis, mais en France, de plus en plus dans les grandes écoles, HEC, ENS, etc., en organisant des débats sur des sujets qui vont fracturer la gauche parce qu'ils mettent en avant la notion de liberté. Donc, typiquement, on va faire un débat à Dauphine sur la prostitution, où on va inviter des gens qui ont des positions type libertarienne, des gens du Stras, et puis des gens de fondation libérale, en montrant qu'on peut être à la fois libertarien et sur certains sujets être peut-être plus à gauche que les gens de gauche. L'autre stratégie qui est mise en place, c'est de créer des événements, on va dire, transgressifs, c'est-à-dire d'inviter des gens qui tiennent des positions pour réouvrir cette fenêtre d'Overton, qui sont des positions radicales, pour se faire déplatformer, pour se faire annuler sa conférence, et du coup crier à la censure. Et donc là, il y a un jeu, je pense aussi, il faut qu'on commence à avoir une forme de réflexivité par rapport à ça, c'est-à-dire en fait, il y a tout un tas d'événements qui sont organisés, non pas pour organiser l'événement, mais pour provoquer en réaction un déplatforming et faire empêcher l'événement pour pouvoir après crier à la censure. Donc tout chahut étudiant est ramené à une position de censure. Ce qui là aussi est un contresens historique parce que la censure, c'est d'abord l'État qui l'exerce. Donc on pourrait mettre dans ce panier-là l'affaire Weinstein, donc je n'ai pas le temps de développer. Mais là, il y a un glissement argumentatif double. D'abord, l'idée que la diversité des points de vue, c'est ça qui ferait la science, alors que ce n'est pas du tout ça, c'est le respect des méthodes et un espace de critique appuyé sur des méthodes. Et puis, deuxième chose, c'est cette idée qu'on doit finalement avoir une forme de libre expression et que toute remise en cause ou contestation, y compris bruyante, serait une forme de censure. Je veux dire juste un mot sur le cas français. Je pense que dans le cas français, l'importation de ces terminologies-là, elle fait beaucoup de mal dans le camp notamment académique, notamment parce qu'elle joue beaucoup sur une forme de fausse affinité avec le marxisme, notamment cette idée que quand on est marxiste, on croirait à la science, à la rationalité scientifique, au matérialisme scientifique. Et donc là, on a une espèce d'hameçon qui amène avec lui une partie d'anciennes gloires de gauche, académiques notamment, qui peuvent tout à fait se trouver séduites par ce genre d'évolution. C'est le cas notamment comme à Living Marxism, la revue dont je parlais tout à l'heure, qui est d'ailleurs Sensible Science, qui sont en fait des anciens militants communistes du RCP, de la 4e internationale, mais on peut les mettre comme le Social Squire, etc. Si j'ai droit à 2 minutes, pardon, je voudrais juste terminer un peu. Vous pouvez vraiment terminer brièvement, mais on pourra revenir bien sûr dans la discussion. Ouais, mais j'ai juste un dernier point. Un dernier point, après, je serai timide dans la discussion, mais il y a une particularité dans ce jeu de déplatforming qu'on va retrouver en France dans les cas comme les papiers de Péguissas. Mais je trouve que la particularité, bon, Génération française, pour moi, c'est une traduction mot pour mot de Lukianoff, mais par contre, il y a un truc qui est particulier, c'est l'usage qui est fait de la laïcité et des questions coloniales dans le champ français, qui joue un peu un équivalent fonctionnel des questions racistes dans l'espace américain. Et je pense qu'on ne se sortira pas si on ne fait pas la sociologie aussi de cette dimension-là pour une partie du public, notamment des acteurs comme Printemps républicain, Comité laïcité publique, qui jouent sur une forme d'universalisme qui a d'autres références et d'autres sources que le seul rationalisme scientifique. Et là-dessus, bon, je reviendrai dessus en discussion, mais quand on fait la sociologie d'observatoire des gens du colonialisme, il y a quelque chose qui se joue aussi sur un type d'héritage culturel, de capital culturel, qui est plus tourné vers les humanités, les histoires antiques, les histoires classiques, qui sont des espaces qui, dans l'université française, ont subi de plein fouet les réformes et la coupe du point de vue des recrutements. Mais je propose qu'on y revienne dans la discussion. Voilà. Merci beaucoup et pardon de t'avoir bousculé, mais voilà. Je vais passer maintenant la parole à Jean-François Bayard, qui est donc politiste, comme je le disais, qui est à l'IHEID à Genève, l'Institut de hautes études pour l'international développement gradué, etc. Voilà, j'ai dit les mots un peu dans le désordre, mais l'intention est bonne. Titulaire d'une chaire Yves Oltramar sur religion et quelque chose. Donc, il va nous parler à partir d'un titre qui, je dois dire, me ravissait dès que je l'ai reçu et qui, j'imagine, va contribuer
à la discussion de manière intéressante, c'est comment peut-on avoir écrit les études postcoloniales, un carnaval académique, c'est-à-dire un ouvrage qui n'était pas entièrement rallié à l'islamo-gauchisme, et être un islamo-gauchiste. Donc je laisse Jean-François nous expliquer sa situation extrêmement inconfortable d'anti-islamo-gauchiste, islamo-gauchiste. Merci Eric, merci Caroline. Avant de répondre à cette question et tout en vous remerciant, je voudrais rendre hommage à notre collègue Fariba Adelkha, anthropologue, prisonnière scientifique en Iran et qui entame depuis le 5 juin sa 3e année de captivité à Téhéran, même si elle est aujourd'hui en résidence surveillée, mais assignée à un périmètre de 300 mètres. Donc faites l'expérience vous-même, 5 ans dans un périmètre de 300 mètres, c'est assez angoissant. Alors, comment en effet peut-on être... Excuse-moi. Pardon, je voulais juste dire que Sophie Vauquier, qui coordonne le programme Pause à Paris 8, avait déjà évoqué Fariba il y a 2 jours, et donc tu as bien fait de le souligner à nouveau. Je le remercie et je vous en remercie tous d'avoir une pensée pour elle. Donc, en effet, je me trouve dans cette situation assez paradoxale d'avoir écrit ce livre sur les études postcoloniales, un carnaval académique, dont je m'empresse d'ailleurs de dire que, parce que ça n'a pas forcément été compris précisément dans le débat un petit peu venimeux dans lequel nous sommes tous pris, il ne s'agit pas d'une attaque idéologique ou politique contre le courant des études postcoloniales, mais d'une interrogation, d'ailleurs dans la stricte sphère des sciences sociales du politique. Et si critique il y a de ma part de ce courant, ce serait plutôt, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, soit pour s'en réjouir, soit pour le déplorer, ce serait plutôt une critique de gauche qu'une critique de droite. Ce qui me gêne dans ce courant, c'est d'une part le retour à une certaine catégorie de l'identité telle qu'on voulait précisément la déserter et la critiquer, par exemple chez Spivak, et également une certaine conception très calviniste, au fond, de la causalité en termes de prédestination. Mais il s'agit là d'un débat scientifique, et naturellement, on peut ne pas être d'accord, et il y a des instances pour en débattre. Et par ailleurs, sans doute ne l'ai-je pas suffisamment dit à l'époque, il y a d'autres dimensions des études postcoloniales, plus littéraires, par exemple. Je suis moi-même un grand consommateur de littérature postcoloniale ou plus philosophique. Je pense, par exemple, aux travaux de Bembe, avec lesquels, d'un point de vue politique, d'un point de vue philosophique, je me sens très souvent en accord. Donc, j'ai critiqué, du point de vue des sciences sociales du politique, les études postcoloniales, et néanmoins, je suis attaqué par Marianne et par beaucoup d'autres en tant qu'islamo-gauchiste, et je persiste et je signe d'ailleurs, comme vous l'avez vu dans mon papier du Monde au mois de novembre. Je pense qu'il ne s'agit pas simplement de voir en cela une contradiction susceptible d'être dépassée. Je pense qu'il s'agit véritablement d'un mode de gouvernement, gouvernement du grotesque et par le grotesque, qui est le gouvernement du en même temps. Et dans le gouvernement du en même temps de Macron, il y a une part de grotesque, une part d'absurde et une part du but, tantôt débonnaire, tantôt agressif. Et je pense qu'il est bien que nous ayons suivi l'ordre retenu par Caroline et Eric, puisque je vais là m'inscrire dans la continuité du propos de Sylvain et souligner qu'en même temps, en juin-juillet de l'année dernière, Macron lance une grande campagne idéologique contre les études de genre, l'islamo-gauchisme, le décolonial, etc., relayé par Castex dès la fin du mois d'août ou le mois de septembre, je ne me souviens plus exactement, dans des propos très vintage sur la colonisation, sur la lassitude face à l'autoflagellation, etc. Blanquer, naturellement, après les événements
tragique de Rouen, Vidal, et puis un nombre grandissant de certains de nos collègues qui relayent ce genre de propos, notamment après la tragédie de Rouen, jusqu'à donner naissance à un observatoire du décolonialisme dont on sait qu'il a été fomenté, en quelque sorte, organisé au sein même du cabinet de Frédéric Vidal et plus particulièrement par son chef de cabinet. Donc en même temps, nous avons cela et là où cela devient plus intéressant, nous avons la constitution dès le début du quinquennat d'un comité de personnalités issues de la diversité, et plus précisément du milieu d'origine africaine et notamment subsaharienne, pour accompagner le président dans sa réflexion sur la diversité et les relations franco-africaines. Nous avons, et ne voyez aucune attaque personnelle d'ailleurs dans les noms que je vais évoquer, nous avons la constitution de la commission Duclerc, chargée de revenir sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Nous avons la nomination d'Achille Mbembe pour organiser une consultation dont il doit présenter les résultats lors du sommet France-Afrique. Je ne sais plus, à Montpellier, on avait parlé du mois de juillet, mais j'ai l'impression que ça a été repoussé à l'automne, enfin peu importe. Nous avons, chose encore plus surréaliste et drôle, la nomination de Pascal Blanchard à la tête d'une commission chargée de soumettre au président de la République les noms des indigènes méritants auxquels nous pourrions attribuer des lieux publics et des rues, etc. Et puis la nomination de l'historien Pam Ndiaye, issu de ce foyer de la culture woke et de l'islamo-gauchisme que serait Sciences Po. Et pour avoir fait mes études et une bonne partie de ma carrière à Sciences Po, je suis à la fois ravi et un peu étonné et pris en flagrant délit de très mauvaises observations ethnologiques en apprenant que Sciences Po était donc un foyer de subversion universitaire. Alors on voit bien, et je crois qu'il faut réfléchir à cet aspect des choses, la dimension de la cooptation au sens gramscien du terme, et peut-être faut-il y réfléchir en feuilletant, on ne le fait jamais suffisamment, l'homme unidimensionnel de Marcuse. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que en même temps, ce gouvernement du en même temps est un gouvernement du grand n'importe quoi. Par exemple, si l'on s'en tient à l'Afrique, le grand n'importe quoi d'un président qui adoube le fils Déby après la mort de son père, ce qui revient à adouber un coup d'État même pas constitutionnel, et dans les 15 jours qui suivent, condamner le coup d'État de l'armée au Mali, comprenne qui pourra. Alors, une première lecture, et je pense que cette lecture est pertinente, c'est de déceler dans ce grand n'importe quoi et dans ce grand en même temps, dans ce gouvernement du grotesque, une stratégie de campagne de Macron qui va nous amener finalement à nous prononcer sur une espèce de candidature de Manuel Macron-Orban. Manuel par référence à notre ancien Premier ministre, Manuel Valls, et Macron-Orban par référence à Orban, parce que je pense qu'en effet, Macron a exactement la même stratégie qu'Orban pour endiguer l'extrême droite. Eh bien, appliquons son programme. Derrière cette évidence, néanmoins, il faut s'interroger sur un mouvement beaucoup plus profond, beaucoup plus ample et beaucoup plus grave, à mon avis, ce que me permet peut-être le triste privilège de l'âge que j'ai parmi vous. Et là, je voudrais insister sur 4 points. Premièrement, il s'agit vraiment d'un plan, me semble-t-il, coordonné, sans naturellement tomber dans le complotisme, mais en procédant à une analyse politique, d'un plan coordonné dont l'objectif, la cible réelle, n'est pas, pas seulement en tout cas les études de genre, les études postcoloniales ou sur ce genre de choses. Bon, et je pense que ces courants qui sont pris à partie sont en réalité les idiots utiles d'une stratégie plus
plus vaste, qui est une stratégie de prise de contrôle des institutions de l'enseignement supérieur, ce que l'on a vu fort bien fonctionner à propos de la succession d'Olivier Duhamel à Sciences Po, où l'Observatoire du décolonialisme ou du décolonial est parvenu à écarter et à discréditer la candidature de Nona Meyer, qui avait les faveurs de la faculté, comme on dit à Sciences Po, et qui a été discréditée pour islamo-gauchisme, avec tout le respect que je dois à mon éminente collègue MDR, parce que Nona Meyer n'est pas véritablement une théoricienne ni de l'islamo-gauchisme, ni du genre, ni du décolonial. Mais on l'a vu également avec la prise à partie très violente de l'IEP de Grenoble, avec les attaques ad hominem contre Michel Vieviorca, qui d'ailleurs avait été débarqué de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, ou encore avec les attaques de Nathalie Helnich contre certains de ses collègues, à partir en particulier de son petit ouvrage dans Tract chez Gallimard, sans parler des tentatives de déstabilisation de l'UNEF. Donc il y a une stratégie, me semble-t-il, coordonnée, qui est calée sur l'élection présidentielle, mais qui renvoie à plus loin et à plus haut, ce qui m'amène à mon second point. Malheureusement pour moi, j'ai vécu les années 1970. Et j'ai vu à l'époque, à la fin du gouvernement Giscard, Alice, et je t'ai bien vu également, Éric, à la fin du gouvernement Giscard, Alice Sonny-Sété, ministre des Universités, qui a essayé de briser l'autonomie et de contractualiser l'autonomie de l'université et de contractualiser l'université avec le soutien de Georges Suffert, éditorialiste de droite, qui publiait à l'époque un essai qui a rencontré un grand succès, les chercheurs en chaise longue. Donc c'est une très vieille histoire, et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à la mise en œuvre d'un programme politique d'inspiration gramscienne explicite, le programme du GRES, le programme de la revue Éléments, dans lequel aujourd'hui, dans les colonnes de laquelle aujourd'hui s'expriment en toute quiétude des membres du gouvernement. Troisième et avant-dernier point, très rapidement, vous l'aurez vu et vous l'aurez déjà dit, je crois, mardi, ces événements, ces péripéties françaises s'inscrivent dans un contexte international, au sein même de l'Union, avec la Pologne, la Hongrie, le Danemark, mais je voudrais également citer le livre tout à fait remarquable que l'historien Edward Thompson avait consacré à la prise en main de l'université de Warwick dès les années 1970. Donc c'est à nouveau une très vieille histoire, y compris à l'échelle européenne. Et bien sûr, je mentionne en passant les régimes, alors clairement libéral autoritaires en Russie, en Turquie, etc. Et puis pour finir, cette menace sur la liberté scientifique, telle que nous la vivons en France, a une dimension, comme on dit, globale, avec des ingérences étrangères de plus en plus évidentes, par exemple celle de la Chine ou celle des pétromonarchies du Golfe, en particulier par le biais de financement de chaires. Je vous rassure tout de suite, la chaire Yves Altramar n'est financée par aucune de ces puissances étrangères. Et l'on a vu comment ces régimes de libéral autoritaires parviennent à censurer la production scientifique ou à auto-censurer la production scientifique des pays occidentaux. Donc, on ne peut pas distraire l'analyse de ce qui nous arrive en France de l'arène européenne et plus largement globale. Je te remercie, Éric, de ta patience. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette présentation revigorante. Nous avons maintenant une troisième et dernière intervention, je le rappelle, en l'absence de Douria Bentouami qui le regrette. Donc c'est Christelle Rabier qui va nous parler, qui est historienne des sciences à l'École des hautes études en sciences sociales à Marseille, et qui va nous parler en écho, en quelque sorte, en prolongement de certaines des questions qui ont déjà été soulevées, non seulement aujourd'hui, mais dans les jours qui ont précédé, de la neutralité et de l'engagement,
donc des questions qui sont au centre de nos discussions. Retour sur une séquence islamo-gauchiste, mais avec l'originalité d'emblée d'une chronologie plus large que celle qui peut-être a été évoquée, en tout cas en ouverture de ce colloque, 1961, 1972, 2021. Donc c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Merci beaucoup, Christelle. J'ajoute que nous avions hésité pour savoir si nous allions solliciter Christelle plutôt dans une table ronde ou bien dans une autre, et qu'en fait, elle aurait pu trouver place aussi au titre du blog Academia dans la table ronde suivante. Mais au fond, tout le monde est là tout le temps quand vous le souhaitez. Donc, Christelle, la parole est à toi. Et je ferai mon petit signe habituel. Alors, merci beaucoup Eric, merci beaucoup Sylvain et Jean-François, parce qu'en fait, vous permettez d'adopter la posture que j'ai finalement décidé d'adopter aujourd'hui, qui est un peu différente. Et là, je dois vous présenter des excuses. Je voudrais rester en fait à peu près à mon rôle de témoin. Et donc, tu parlais d'Academia, c'est effectivement ce dont je vais parler aujourd'hui. Mais avant de parler d'Academia et de certaines choses que je voudrais en dire, je voulais dire quand même que j'avais prévu effectivement de revenir sur l'analyse que j'avais offerte dans mon premier chapitre d'HDR soutenu en avril sur la neutralité et l'engagement. Et j'y ai exposé la séquence que Caroline Ibos a développée dans l'introduction, mais à partir de mon point de vue bien particulier, et c'est celui que j'adopte aujourd'hui comme témoin, de chroniqueuse de grève de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis janvier 2020, et aussi de point de vue d'une des 7 personnes. J'ai l'impression qu'en fait, tout le monde a un peu oublié ça, mais je pense que Sophie Vauquier s'en souvient très bien, peut-être d'autres aussi. Cette personne nommée dans le tweet injurieux de Julien Aubert le 26 novembre 2020. Est-ce que tu me permets, pardonne-moi de t'interrompre, et j'espère que ça n'est pas trop au mauvais moment, mais tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu descends petit à petit dans l'image, et si ça n'est pas un choix délibéré, je peux la retirer, l'image, en fait. Enfin, je ne suis pas du tout à l'aise avec… D'accord, très bien. Non, c'était pour savoir si c'était volontaire. Donc, non, c'est que oui, d'accord, pardon. C'est mieux comme ça. Pas de problème, c'est juste que ça semblait… Je poussais mon outil de travail, à savoir mon texte. Donc, je ne voudrais pas parler davantage ici, même si j'en avais l'intention, du rôle particulier joué dans la séquence par quelques individus pour dégrader publiquement les travaux, attaquer nommément des personnes, et séquence que moi, je fais débuter fin décembre 2019, lorsque Nathalie Heinisch, Dominique Schnapper et Pierre-André Taguieff, ainsi que quelques autres personnes, prennent la parole dans l'Express sous un titre « Les bonimenteurs du post-colonial business en quête de respectabilité académique ». Depuis, Nathalie Heinisch est plutôt sur le devant de la scène, Dominique Schnapper plutôt dans les coulisses, mais en fait, il y a quelque chose qui s'est organisé à partir de ce moment-là. Avec ce texte et d'autres collègues qui ont suivi la cause de ces nouveaux gardiens du temple, nous avons la matrice de l'offensive qui n'est pas encore achevée et dont on découvre chaque jour la créativité. Mais faute d'en parler, je voudrais quand même remercier ici Abdelali Hadjat d'avoir repéré qu'à un autre moment, alors c'est là que je rejoins Jean-François sur le moment des années 70, il y a eu une attaque contre les gauchistes pro-arabes. En 72, lorsque des collègues, dont Jean-Claude Passeron, avaient pris fait et cause contre l'injustice subie par un militant de la cause palestinienne assassiné, gauchiste pro-arabe, islamo-gauchiste, moi-même, j'ai refusé l'injure par une plainte au pénal qui m'a beaucoup coûté et je ne vais pas y revenir. Mais il y a eu donc, voilà, donc quand je vous entendais lundi parler de islamo-gauchiste, moi, ma position était claire, hein, c'était du pénal. Donc, écrire ce chapitre d'HDR avait commencé après l'attaque de Frédéric Vidal en février 2021 contre les universitaires, et cette écriture a représenté une urgence. Et c'est de ce sentiment-là, enfin de cette émotion-là que je voudrais vous faire part, parce qu'il m'avait semblé à l'époque, et je pense qu'on est un peu tous dans cette urgence-là, qu'il fallait comprendre ce qui m'arrivait à l'EHESS, ce qui nous arrivait à nous dans l'université française. Donc, j'ai à ce moment-là utilisé toutes les ressources de mon métier d'historienne des sciences pour faire sens, qui me permettaient de saisir les liens entre Julien Aubert et ses ombres Darmanin et Blanquer, entre eux et Emmanuel Macron,
Grâce à Academia, comme l'a rappelé Caroline, on a aussi attrapé le lien qu'il y avait entre le président de la République et la directrice de l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques. Elle a rajouté le vocable social plus récemment. Et enfin, le lien insupportable, vraiment insupportable, entre le pouvoir politique et la radio publique, servant la soupe raciste à peu près au quotidien, toutes les semaines, jusqu'à Vincent Bolloré et son projet néocolonial dont on a les déflagrations quotidiennes. Donc, fin novembre, ma lucidité, au moment de ce tweet, venait de ma peur. Et pour être honnête, elle venait aussi d'un an de lutte acharnée pour placer des mots sur la mélasse que nous inflige celle que j'appelle désormais la sinistre, le gouvernement, la conférence des présidents d'université, leur langue collante qui nous empêche de penser ce qui nous arrive à coût de 25 milliards d'euros servis toutes les semaines. Ma lucidité venait aussi du fait qu'avec la LPR, et ça je pense que Academia l'a compris, mais peut-être que tout le monde n'en a pas pris conscience à ce moment-là, nous étions désormais dans un déni de démocratie. C'est une table ronde qu'on avait organisée, et que désormais tout ce qui allait nous arriver, vu ce qui s'était passé au Parlement, par la voie gouvernementale et parlementaire, sentirait très très mauvais. Ma peur panique enfin est venue du fait que le président de l'EHESS ne répondait pas ni positivement ni négativement d'ailleurs à ma demande de protection fonctionnelle, et que l'alerte des collègues s'est soldée, à quelques exceptions près comme la CGT et le LDH-EHESS, donc je remercie encore Sylvain ici présent, par un silence assourdissant et vraiment effrayant. Alors s'agissait-il de l'hostilité à mon endroit, de l'indifférence, de la lâcheté? Là, je ne veux pas creuser, mais j'ai vraiment eu peur. Et j'avais peur parce qu'à ce moment-là, en décembre, le Conseil constitutionnel n'avait pas encore censuré le fameux délit d'atteinte à la tranquillité et au bon ordre des établissements d'enseignement supérieur, 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Comme j'étais une agitatrice majeure de la révolte de l'ESR aux yeux du gouvernement qui lit quotidiennement Academia, c'est pour ça que je figure dans le tweet d'Aubert, j'en suis convaincue, je ne veux pas être une victime politique pour moi, mais surtout pour mon fils. Je ne voulais pas aller en garde à vue, ni faire de la prison. J'avais vraiment peur. Et à partir de là, j'ai continué à saisir toutes les armes à ma possession pour maintenir vivant l'état de droit, à savoir la publicité via Academia, mais aussi la justice. Il y avait de la peur donc, mais il y a eu aussi très très vite de la colère. Lundi, à la suite de nos premiers échanges, je me suis dit que je n'allais pas pouvoir vous écouter en fait. Vous écouter dans un contexte personnel et professionnel qui est encore délicat, et qui a fini par réveiller la terrible violence que j'ai subie et vécue depuis 6 mois, alors qui est certes un bien inférieur à celle que subissent nos concitoyens et concitoyennes, mais qui est celle aussi que vit dans sa chair, je pense, Raquel Borghi qui a parlé hier, et quelques personnes dans l'assistance, celle qui use, celle qui ronge, celle qui rend malade. Et dans ce panel consacré à la politique des sciences, je n'étais pas sûre d'être tout à fait à ma place. C'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui adapter une autre casquette que celle qui avait été prévue précédemment, celle de la fondatrice d'un blog Academia, qui est aussi une active contributrice, et revenir sur mon expérience, qui est en fait celle aussi d'un témoignage d'une violence aujourd'hui qui n'est pas neuve, violence interne à l'université, et surtout qui n'est pas là où certains ou certaines voudraient qu'elle soit. De quoi parlons-nous quand nous parlons de la savante et du politique au sein de l'université française? Ma thèse est que notre fragilité aujourd'hui, dans laquelle nous nous trouvons, est d'abord la résultante de la violence que nous nous affligeons à nous-mêmes. Celle qui est donc dans l'université française, avant d'être celle du monde politique, pensée comme extérieure à nous. C'est donc du côté des rapports de pouvoir internes à l'université que je voudrais finir cette intervention. À l'heure où nous parlons, des collègues maîtres de conf ou maîtresses de conférences démissionnent complètement essorées. Des jeunes collègues épluchent une enquête où elles se lisent la souffrance des doctorants et des doctorantes dans ce monde où à la fois il n'y a pas d'avenir, mais il n'y a déjà pas de présent, et qui n'arrivent pas à conduire leurs recherches. D'autres sont en arrêt de travail parce qu'il n'y a pas d'emploi, et ça c'est à Lille, et les étudiants abandonnent leurs études ou ne peuvent pas en faire en subissant les crachats anticonstitutionnels du gouvernement. Je n'ai pas d'autres mots pour qualifier par tous. Et que nous titulaires, ne faisons rien. Rien, ou si peu, pour arrêter la machine qui nous broie et qui nous broie tous. Nous ne faisons rien comme individus,
Mais nous ne faisons rien non plus comme université pour protéger cette université qui est notre bien commun, dont nous héritons et que nous devons transmettre à celles et ceux qui vont nous succéder. Après le privilège d'expliquer sur France Inter qu'on ne sait pas à quoi correspond le concept de privilège blanc, il me semble que l'inaction collective pour contrer le gouvernement qui nous anéantit est là aussi un privilège. Et c'est sur ce privilège universitaire que je voudrais terminer. Par privilège universitaire, peut-être il faut même plutôt entendre le déni de ce que l'exercice de ces privilèges a aussi d'antidémocratique, voire même d'anti-universitaire. Alors, c'est là que je reviens sur mon expérience d'académia. À l'origine, il s'était agi pour une petite équipe de discuter un peu des éléments touchant au concours de recrutement d'enseignants-chercheurs, notamment en philosophie, en histoire et épistémologie des sciences, et où on mettait en exergue en fait, que les comités de sélection qui doivent obéir aux règles de la fonction publique, de la publicité ou du principe d'impartialité, en fait, ne s'y conformaient pas. Et après 10 ans, nous avons toujours autant de mal à récupérer des informations susceptibles d'utiliser les candidates et les candidats, mais aussi d'attester du respect de ce fameux principe d'impartialité. Au-delà des wikis, nous avons eu des très longs échanges avec les candidates qui ont subi des remarques du style « Que va faire votre mari ? Avez-vous l'intention d'avoir des enfants ?» Ou encore des membres du jury cherchant à savoir comment éliminer les biais sexistes des décisions en valorisant les candidats timides, hommes, mais qui ont bien réussi leurs prestations que pour en fait bien et mieux éliminer les candidates dépeintes comme arrogantes. Bref, des vrais sentiments d'injustice qui nous parviennent dans notre correspondance qui n'apparaît pas toujours sur le site. Et petit à petit, la question du sexisme dans le monde universitaire est venue à prendre une place vraiment grandissante. Et si je vais en parler un peu plus longuement maintenant, c'est aussi pour dire qu'un autre déni bien plus virulent encore, tellement il est assourdissant, c'est le racisme et ce que j'appelle désormais aussi, alors j'emploie ce terme mais sans trop contrôle, le mépris de classe qui se joue aujourd'hui avec la non-ouverture de place à l'université et la non-création de postes. Il s'agit vraiment d'exclure toute une partie de la population qui en est capable et qui en a envie des études universitaires. Cela nous a conduit à créer une rubrique Academic Feminist Anti-Racist Fight Club qui documente aussi bien les injustices et les dénonciations de ces injustices que les analyses et un certain nombre de moyens pour s'en sortir. Donc, à l'instar du hashtag « Comment faire pour que les hommes cessent de violer », je veux poser ici la question de comment faire pour que les hommes universitaires arrêtent de prendre toute la place. Et il n'y a pas besoin d'une révolution au sens copernicien chez les hommes universitaires, ce n'est pas aux femmes, il est besoin, ce n'est pas aux femmes de faire leur place à l'université, c'est bien aux hommes d'entendre aux hommes, aux blanches, aux blancs, aux héritiers, aux héritières, de faire place, de se taire, d'écouter, de faire silence en fait. Parce que l'injustice, en raison de la place plus grande qu'ils prennent partout, dans les médias, dans les appels à projets, dans les promotions, est d'abord de leur responsabilité, de notre responsabilité. Il vient de l'exercice de leur privilège mâle, de la virulence du déni des discriminations que nous, universitaires, fabriquons. Et c'est ce que j'appelle, à la suite de Gloria Wekker et de sa White Innocence, la mâle innocence. Mâle innocence qui, comme white innocence, est quotidiennement construite par nos pratiques, différemment selon les disciplines, dont certaines sont de véritables bastions masculinistes, qui invisibilisent le travail des femmes. Par le ministère, qui refuse de donner des données dignes de ce nom sur les problèmes de discrimination à l'université, ou de proposer une véritable politique de lutte contre ces discriminations, voire les pitoyables plans égalité qui sont en cours d'élaboration. Par notre adhésion collective au modèle de financement par projet qui, par construction, est discriminatoire et qui, avec le conseiller de Macron à la tête du HCRS, attend de nous faire payer les évaluations qu'on lui fournit pour justifier de supprimer les crédits dont on doit bénéficier. Donc, plus de 15 ans après la fondation du collectif Clash et du magnifique article de Cardi, Naudier et Pruvot, les rapports sociaux de sexe à l'université au cœur d'une triple dénégation, et alors qu'un MeToo universitaire est en train de se produire, en commençant par les grandes écoles, je souhaiterais inviter les participants de ce colloque à participer à lutter contre 3 effets que je voudrais synthétiser selon les termes que j'ai proposés en suivant Margaret Rossiter. Le premier effet étant l'effet Mathilda étendu, donc effet qui consiste à invisibiliser
le travail des femmes, et notamment en leur refusant les ressources, en faisant allusion à l'effet Mathieu que Robert Merton a conceptualisé en s'appropriant le travail de Harriet Zuckerman, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ou plutôt, on notera même ce qu'elle a. C'est ça que propose Margaret Rossiter, en s'appuyant plutôt sur des carrières de femmes scientifiques décédées, mais en fait, qu'on observe quotidiennement du côté des femmes universitaires actives. Deuxième effet, l'effet Colette, du nom de Colette Guillemin, qui parle de sexage pour la sphère domestique, mais en fait qui est aussi une des formes de gouvernement de l'université, avec toutes ces pratiques de harcèlement, d'agression sexuelle, de viol qui constituent le quotidien des étudiantes et des collègues universitaires et qui nous fabriquent en tant que collectif politique. Dernier effet, l'effet Mélusine, du nom de celle qui avait lancé le hashtag « Comment faire pour que les hommes cessent de violer » et qui a subi du harcèlement en ligne et de la censure. Par ce concept, je voudrais désigner toutes les pratiques visant à faire taire les femmes, les racisées, les hommes et les femmes de conditions modestes, et qui leur empêchent d'avoir droit de cité, ou de rester des citoyens et des citoyennes de seconde zone dans ce monde universitaire où seulement certains ont les feux de la rampe. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur les deux premiers concepts. L'effet Colette est en cours, est un petit peu contré désormais grâce au soutien des femmes journalistes. Par l'effet Mathilda étendu, je voudrais donner deux exemples d'actions positives, venues l'une du Royaume-Uni et de l'autre des États-Unis. En 2016, l'Université d'Essex a mis en œuvre un plan Closing the Gender Pay Gap, et qui précise « Notre action est déterminée par l'impatience croissante que nous éprouvons vis-à-vis d'autres politiques qui ont échoué à résorber l'écart de salaire de façon suffisamment rapide. Aussi avons-nous pris la décision, donc en 2016, d'effectuer une augmentation salariale exceptionnelle pour le résorber. » En Princeton, en 2020, après des années de bataille judiciaire, verse 1,2 million de dollars pour résorber les écarts de salaire entre femmes et hommes professeurs, incluant celles qui sont parties. Donc, mesurer les écarts d'entrée dans la carrière, les effets de salaire, les primes et corriger jusqu'à la retraite, c'est une action urgente à construire et c'est de notre responsabilité de le faire. Pour l'effet Mélusine, tout reste à faire pour saisir les gestes de silenciement des femmes et des hommes discriminés qui vont de la notation jusqu'aux agressions sur les listes professionnelles. On en a vu un certain nombre là, ces mois passés. Le silenciement professionnel ou mise au placard et les façons de gouverner dans l'entre-soi. Donc, je laisse ces éléments à la discussion, mais pour conclure, je voudrais placer mes pas dans ceux de Jean-Claude Passeron, qui précise dans un entretien qu'il a donné à Tracé en 2003, que dans la reproduction avec Pierre Bourdieu, avec qui il rompt en 72, la fameuse année des gauchistes pro-arabes dont il avait subi les colibets, il nous proposait de, je le cite, nouer ce lien entre les rapports de force et les rapports de sens. Vous allez les observer séparément, mais vous observez que pour que se nouent ces rapports de sens, il faut qu'on oublie une partie des rapports de force. Donc aujourd'hui, il est peut-être temps, en fait, de les mettre en lumière, de refaire sens. Et à un moment donné, il faut repenser les apports de force en interne, mais aussi en particulier avec Bercy. Nous le devons à nous, à nos jeunes collègues et à nos étudiantes. Protéger les collègues et les étudiants et les étudiantes, ça doit être notre priorité. Protéger l'emploi universitaire et nos conditions de travail et d'études, les outils comme les bibliothèques, nos revues, etc., ça doit être une autre priorité. Il faut que nous prenions soin de l'université, c'est une urgence. Et pour le mot de la fin, je pourrais même dire que c'est notre honneur et c'est notre privilège. Merci beaucoup, Christelle. Vous l'aurez compris, je me suis dit que ce n'était pas le meilleur moment pour moi de dire assez parlé. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Et je crois qu'on peut peut-être commencer pour engager la discussion. Si vous souhaitez, les uns ou les autres, Jean-François, Sylvain, Christelle, si vous souhaitez réagir à ce que vous avez pu dire les uns et les autres pour commencer la discussion, mais sinon, ensuite, nous ouvrirons sur le public en général qui reste nombreux. Il y a plus de 70 personnes en ligne actuellement. Donc, est-ce que Sylvain ou
ou Jean-François, ou en tout cas, je dirais une chose, vous avez tous les trois parlé de choses bien différentes, mais en même temps qui résonnent entre elles, et qui résonnent entre elles non seulement par leurs objets, à mon sens, mais aussi par ce que j'ai ressenti, avec des variations importantes, bien sûr, pour toutes sortes de raisons, mais comme un sentiment d'urgence sur ces questions. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de parler à distance. Nous sommes pris dans cette histoire et je crois que c'est ce que nous avons pu sentir pendant ces journées, c'est que nous ne parlons pas d'une planète lointaine, nous parlons de ce qui est en train de nous arriver collectivement et c'est ce que nous essayons de partager, de construire aussi. Je crois que la question a été soulevée en particulier par Christelle à l'instant, des réactions universitaires. On va continuer ensuite, mais en tout cas, c'est le sens qu'on essaye de donner à ces journées, c'est d'essayer de reprendre la main au moins en retrouvant le moyen de faire que ce soit pour nous des objets de pensée, mais aussi des objets de construction d'un collectif universitaire, et en particulier autour de la notion de libertés académiques. Si on a des stratégies qui sont des stratégies de défense de l'université, de reconstitution d'une forme d'autonomie par rapport à ces attaques extérieures, on ne va pas faire l'économie d'une rapide sociologie aussi de sur quoi progressent ces discours adverses ou réactionnaires. Et je pense qu'il y a il y a quand même une réflexion, nous, à avoir sur comment on traite des gens qui sont dans le monde académique, qui sont parfois retraités ou pas loin de la retraite et qui rallient ces observatoires du décolonialisme, etc. Et je pense qu'on aurait peut-être un intérêt à réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'il y a des prises, en fait, à ces discours dont on peut trouver on peut tout à fait refaire la genèse de ces discours-là, comme j'essayais de le faire tout à l'heure, en montrant que ça vient quand même plutôt de rhétorique réactionnaire portée par des industriels, etc. Mais savoir qu'est-ce qui fait que ça prend et que des gens, par rapport à leur propre biographie, peuvent être touchés, peuvent être sensibles à certains arguments. Je pense que si on veut dépasser juste l'opposition frontale, etc., et regagner du terrain, il faudra aussi se poser ces questions-là. Et je pense qu'il y a un chaînon qui nous manque un peu dans la panoplie qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on voit très bien vu les attaques qu'il y a sur les cibles, allocation de données, écriture inclusive, etc. On voit très bien la dimension technocratique de la recherche, tout ce qu'a décrit Jean-François tout à l'heure est vrai, et je pense qu'il y a vraiment l'idée de reprendre en main le statut des chercheurs et faire passer tout un tas de réformes. Mais je trouve que la question qui reste encore un peu en suspens, c'est pourquoi certains de nos collègues, dans ce coup, se mettent à parler comme Manuel Valls, quoi. Et ça, ce n'était pas quelque chose qui était quand même donné il y a 10 ans ou 15 ans. Et je pense que ces réformes-là, elles progressent aussi. Je sais ce que j'ai discuté tout à l'heure, mais je n'avais pas le temps de finir. Mais quand on regarde les gens de l'Observatoire du colonialisme, le type de capital culturel sur lesquels ces gens étaient assis, que ce soit les humanités, les profs de latin, les profs d'hébreu, des gens qui sont en littérature ancienne, etc. Ce sont tous les départements qui, très précisément, dans les universités de taille moyenne, pluridisciplinaires de province, en ont pris plein la gueule depuis la LRU. C'est des gens qui n'ont pas réussi à ne serait-ce que reproduire leur position dans le monde universitaire et qui considèrent à l'inverse que certains types de savoirs, qui selon eux sont moins cultivés, moins hauts, etc., trouvent encore à avoir position. Et c'est pour ça que ces gens sont obsédés, par exemple, sur qui est invité dans ces observatoires du colonialisme. Les gens passent leur temps à regarder qui est encore invité dans l'université. Et ils sont complètement cristallisés et furax de voir des jeunes étudiants de sociologie, de sciences sociales, qui travaillent par exemple sur des questions de race, etc., qui eux auraient encore la possibilité d'être invités alors que même ils ne sont plus, soit parce qu'ils sont à la retraite, qu'ils ont quitté la rente, soit aussi parce qu'en fait ils n'ont pas trouvé de poste, ils ont fait des thèses en littérature ancienne, etc. Donc ils sont replacés profs de classe prépa et ils le vivent assez mal parce qu'ils se considèrent comme étant très cultivés, très lettrés, ils ont un rapport au savoir très scolaire, etc. Et donc je ne vais pas monopoliser la parole, mais je pense que ces gens-là, la question qu'il va se poser, c'est à quel moment on arrête aussi de les traiter comme des ennemis et comment on les voit comme étant des collègues qui ont été sensibles à certains types de discours réactionnaires, mais qui ne sont peut-être pas non plus à condamner jusqu'à la fin des temps.
Et un des derniers points aussi, ce n'est pas un hasard, il y a beaucoup de gens dans l'Observatoire du colonialisme et dans ces structures-là, ce sont des gens qui ont travaillé sur la Shoah, qui ont des responsabilités dans l'animation de tribunes, de généalogie juive ou autre, etc. Et pour qui il y a un truc qui ne passe pas, c'est le mot race. Et là-dessus, il y a aussi, je pense, un discours réflexif à avoir de discussion autour de quelle centralité occuper dans les savoirs en histoire cette dimension-là, cette histoire européenne. Et ces acteurs-là étaient des gens qui, encore 10-15 ans, avec qui on pouvait militer dans les mêmes structures ou autres, et qui aujourd'hui considèrent qu'il y a vraiment eu une forme de liquidation par une partie de la gauche d'un héritage de l'universalité, des leçons de la Seconde Guerre mondiale, par cette réutilisation du mot race. Et là-dessus, je trouve qu'on a, ce qui n'est pas ma position, je pense qu'on peut tout à fait articuler les deux types d'héritage politique et il n'y a pas d'opposition à avoir. Mais très clairement, je pense qu'il y a un discours à produire pour ne pas se dire que ces gens-là sont perdus pour toujours et que je pense qu'on a aussi un discours qui doit articuler les effets des réformes sur l'université et ces prises qui ont été offertes par l'évolution de notre propre milieu à ces discours réactionnaires. Alors, moi, je voudrais intervenir un peu pour prendre le contre-pied de ce que vient de dire Sylvain, parce que moi, je vois très bien la continuité, en fait, entre ces personnes qui peut-être vivent des situations de déclassement, mais ne vit-on pas tous des situations de déclassement sans pour autant quotidiennement harceler nos collègues, parce que les hommes et les femmes que j'ai vus apparaître là cette année, c'est des jeunes et des femmes que je suivais parce que j'étais sur les mêmes listes de discussion que j'ai pu avoir des échanges avec eux et dont le principe de relation professionnelle est le harcèlement. Donc la question que moi j'ai plutôt envie de poser, c'est comment est-il possible qu'à l'université, le harcèlement ait droit de cité ? Comment il est possible qu'on n'ait pas les outils encore de contrer des formes qui sont à la fois agressives vis-à-vis des jeunes collègues et beaucoup de femmes, et qui désormais prend cette dimension-là avec nourrie par un pouvoir politique qui en a besoin, en fait. C'est très, très clair. L'arrivée sur France Inter dans tout un nombre de gens, c'est qu'ils servent la soupe, quoi. Et donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire peut-être qu'il faut restaurer l'université, alors les inclure ou pas les inclure, mais utiliser quand même un certain type restaurer un type de relation où le disciplinaire n'est pas exclu, parce qu'en fait, ça met en danger des gens et des femmes, en fait. C'est beaucoup de femmes. Donc voilà, c'était ma petite contribution non sociologique, mais féministe, au débat que propose Sylvain. Merci Jean-François, qui avait levé une petite main jaune. Merci beaucoup. Oui, mais je pense que Sylvain soulève une piste qui est très intéressante parce qu'on connaît bien le lien, enfin les historiens l'ont démontré, entre le ressentiment et la cristallisation du libéralisme autoritaire, par exemple, entre les deux guerres. Et moi-même, je travaille sur l'hypothèse d'une éventuelle révolution conservatrice au sens historique du terme qui serait à l'œuvre en Afrique sous le couvert d'un certain nombre de mobilisations religieuses. Donc là, je pense qu'il y a une piste qui est très intéressante. Et à la question que pose via le chat Caroline Ibaud sur l'utilité d'une sociologie de l'Observatoire du décolonialisme, je crois qu'effectivement, il faut aussi réfléchir à ce genre d'interrogation. La gêne ou la récusation de la catégorie de race par un certain nombre de collègues ayant souffert de la Shoah ou réfléchissant sur la chose, je crois que c'est aussi important. Et là, moi, ce qui me frappe, effectivement, compte tenu de l'âge que j'ai, c'est que aujourd'hui, tous les grands intellectuels juifs et antisionistes ou antisionistes
critique en tout cas du sionisme et de la politique d'Israël qui dominait le champ intellectuel français dans les années 1970, comme Vidal-Naquet, Rodinson, d'autres encore, ont disparu tout simplement parce qu'ils sont morts. Demeure Étienne Balibar, qui est très actif, très présent, mais qui a quelque peine à faire contrepoids avec ce basculement vers la droite du paysage politique israélien lui-même et de sa capacité d'ingérence et de mobilisation dans les pays occidentaux, à commencer par la France, parce que la France est l'un des grands réservoirs d'émigration possible vers Israël. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement Netanyahou, avec l'accord d'ailleurs d'un certain nombre de dirigeants français, a lancé sa grande offensive sur l'antisémitisme en France, etc., qui ne s'agit naturellement pas de nier, mais il y a eu une construction politique très évidente sur ce plan. Donc je pense que ce sont des pistes extrêmement intéressantes que celles soulevées par Sylvain. Alors, je vais me permettre un ou deux petits commentaires, le temps que vous inscriviez vos éventuelles questions dans le chat, très rapidement. Et donc, à partir de ces commentaires, enfin, je dis questions, et à nouveau, bien sûr, il s'agit de questions ou de commentaires, mais peut-être deux remarques. Pour ma part, je suis moins convaincu par la bonne volonté exprimée par Sylvain, parce que j'ai l'impression que nous n'en sommes pas à condamner des gens pour l'éternité. En fait, d'abord, tout cela est assez récent, et pour l'instant, nous ne condamnons guère. C'est plutôt que nous nous faisons insulter quotidiennement. Donc, moi, par exemple, j'ai l'impression de me faire insulter, y compris par des collègues, y compris avec des informations fausses, même quand ce sont des collègues qui me connaissent bien, dont certains ont été mes profs ou mes collègues. Je ne les condamne pas, simplement, manifestement, ils n'ont pas très envie de me parler parce qu'ils ont mon numéro de téléphone. Donc, je crois que nous n'en sommes pas à un point où nous pourrions bannir des collègues, ce que je ne souhaite pas. Ce que je constate, c'est que certains nous bannissent. Donc, le rapport de pouvoir entre nous, à mon sens, n'est pas celui-là. Donc, je pense qu'il faut, en tout cas pour ma part, je parie quand même davantage pour l'instant sur les jeunes générations qui me paraissent guidées par des logiques qui ne sont pas celles du ressentiment dans l'ensemble. Je vois bien le risque du jeunisme dans ce que je dis. Il n'est pas un jeunisme a priori, c'est un jeunisme fondé empiriquement sur mon constat de la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, avec un certain nombre d'exceptions, bien sûr, et j'espère en faire partie. Ensuite, sur l'autre point, et avant bien sûr d'ouvrir à toutes les questions, je voulais souligner un point là pour aller dans le même sens que Sylvain, sur le danger de la récupération du thème des libertés par une droite libertarienne très radicale. De ce point de vue, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre ce que j'ai évoqué très rapidement le premier jour, à savoir les positions de John Scott sur les libertés académiques, sa défense de l'autonomie universitaire, ou du moins c'est ainsi que je le formule. Sa défense est fondée sur la distinction nécessaire dans ce contexte entre liberté d'opinion et liberté académique. La liberté d'opinion que je résumais en m'appuyant sur ce qu'elle dit, comme la liberté de dire n'importe quoi, c'est-à-dire ce qu'on veut, alors que la liberté académique, c'est l'obligation de ne pas dire n'importe quoi. Et cette distinction, elle me paraît très utile face justement à une offensive libertarienne qui conduit à une forme de relativisme tout à fait incompatible avec le travail scientifique. Donc je pense que effectivement, nous avons intérêt à regarder la manière dont se pose la question des libertés académiques dans d'autres pays, et tu nous as donné beaucoup d'éléments, y compris bibliographiques, et je pense que c'est très utile pour cela. Oui, la réponse de Jean-François ne répondait pas exactement à ma question, que j'ai posée de manière très brève. Ce que je me demande et ce que je vous demande, c'est si on a intérêt
donc stratégiquement, pas à faire une sociologie. J'ai mis l'Observatoire du décolonialisme, mais de tous ces groupes, de tous ces mouvements. Est-ce qu'on y a intérêt pour comprendre ce qui se passe, pour essayer justement d'identifier des adversaires, des positions, mais est-ce que du coup, on n'accepte pas la place qu'ils nous donnent, ou bien est-ce qu'on n'a pas de temps à perdre à faire ça et on est dans d'autres types d'actions? Et pour moi, alors je l'ai posé vraiment sur ce point précis, mais c'est une véritable question. J'ai parlé aussi du coup du blog que j'ai créé et lancé à Mediapart, qui s'appelle Fact-Checking et qui vient démentir des rumeurs qui sont vraiment diffusées en boucle, notamment sur les médias et qui concernent l'université. Et en même temps, je me dis, moi, je passe du temps à faire ça, beaucoup de temps, pour démonter ça, décortiquer ça, déconstruire ça. Donc, j'en ai fait un sur cette histoire hallucinante de Sifawi censuré à Paris 1. Un deuxième sur l'autre histoire, sur l'affaire de l'IEP de Grenoble. Est-ce qu'on a intérêt à le faire? Est-ce que ça nous aide dans nos résistances, dans nos luttes par le savoir, etc. Ou bien est-ce qu'on se piège nous-mêmes en acceptant cette espèce de place de victime aussi à laquelle on nous assigne? Voilà, donc c'est une question qui est stratégique en réalité. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, je ne sais pas trop quoi répondre. Est-ce qu'il faut, en fait, ce qui s'est passé, nous, pour Academia, c'est que très tôt, on a suivi ce collectif avant même qu'il devienne l'Observatoire de la laïcité. On a suivi les pétitions même qui sortaient en 2018. En fait, on a fait, alors ce n'est pas une sociologie au sens de plutôt une activité d'observation de ce qui se profilait comme étant des gens qui allaient servir la loi séparatisme. Donc c'est vraiment alors, est-ce que c'est politique, est-ce que c'est intellectuel, j'en sais trop rien, mais on voyait que c'était ça ce qui allait se produire. Nous, en octobre, on a même proposé une tribune que certains d'entre vous ont signée sur le fait qu'il fallait protéger les libertés académiques et le droit d'étudier. Et que ce qui se profilait, c'était à la fois des gens qui allaient servir une soupe islamophobe à Darmanin qui n'attendait que ça. Enfin, donc, c'était des choses qu'on suivait depuis déjà le printemps et que moi, je me suis trouvée vraiment attaquée dans ce tweet d'Aubert. Je voyais très bien d'où venait l'attaque, en fait. C'est des gens voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on perd beaucoup de temps, comme dit Caroline. Alors, peut-être c'est notre métier, mais quand on est dans un sentiment d'urgence tel que moi, je la vis, tel que l'Academia l'a vécu, et là, par contre, on est vraiment usé, on est fatigué. Le danger, c'est même la République, je veux dire, on en est à ce stade-là, et quelle est la place de l'université, de nous universitaires, quand les institutions de la République parlementaires sont complètement dévoyées et mettent en danger physique nos collègues, mais surtout nos étudiants. Je pense que est-ce que nous, on est plus protégés, nous blancs, etc. On est clairement, on n'a pas ce sentiment d'urgence qui est lié à la crainte physique, d'être mis en danger. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même qu'on trouve des outils. On n'est pas très armés. Mais c'est toujours utile d'échanger à ce propos. Est-ce qu'il faut consacrer beaucoup de temps à des gens qui sont retraités? Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut passer beaucoup de temps à vérifier que nos étudiants ne lâchent pas l'affaire, ne se sentent pas exclus parce que ils ont fait des commentaires, des travaux décoloniaux, et que du coup on leur met une sale note et qui sont exclus, c'est plutôt ça ma préoccupation, et que je pense est la nôtre aussi à Academia. Je crois que Alex Maudo avait une question, si je ne dis pas de bêtises. Question ou remarque? Concernant la question qui était levée par Madame Ibos, me semble-t-il, du debunking en fait, des affaires
qui peuvent être mises en place, il me semble qu'il y a quelque chose qui est intéressant de rappeler, qui aura échappé à personne, c'est le fait que, bien sûr, c'est utile notamment pour les personnes qui sont un peu sur la brèche. Ce type de debunking, c'est efficace. Néanmoins, les discours de scandalisation autour des universités, c'est quelque chose qui semble apparaître également quand on lit les différents ouvrages qui ont pu être publiés sur ce type d'affaires aux États-Unis ces dernières années, par exemple, que ce soit Jason Stanley, etc., ne s'appuie pas sur le fait de croire que ce qu'elles disent sont vraies. Si on prend un exemple extrêmement médiatisé, le cas du psychologue canadien Jordan Peterson, qui a fait toute sa carrière sur cette dénonciation d'affaires d'étudiants surscandalisés etc., était au courant dès le départ du fait que les affaires de soi-disant censure qu'il mettait en avant étaient en réalité fausses. Ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. Il y a peut-être deux réponses qui sont possibles, en tout cas que je soumets à votre questionnement, je ne sais pas. D'abord, c'est ce qui a été les leçons de l'affaire de la soi-disant théorie du genre il y a 10 ans. C'est-à-dire le fait que la réponse n'a finalement pas été... j'ai l'impression que c'est une espèce de tir de barrage qui a eu. Et puis à côté de ça, la question de la création de discours, entre guillemets, d'attaque, dans l'autre sens, en fait, médiatiquement notamment, qui a pu avoir un certain effet contre, semble-t-il en tout cas, contre, par exemple, les proposants du soi-disant intellectual dark web aux États-Unis. Voilà. C'est pour reposer cette question du debunking, comment passer au-delà en fait du modèle du debunking qui a ses limites, parce que en général, quand on debunk, il y a déjà le mensonge suivant qui est déjà parti. Merci. Je peux me donner la parole à moi-même pour répondre, enfin pas pour répondre, mais pour faire un commentaire. Christelle, je vois que tu as la main levée. Est-ce que c'est une main qui est simplement un geste amical aussi. Donc, pour ma part, enfin, je suis effectivement partagé, c'est-à-dire que d'un côté, je suis bien d'accord que la mauvaise monnaie chasse la bonne, ce qui m'a amené à proposer récemment une sorte de mini-concept qui serait la loi de Gresham du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, le n'importe quoi chasse le quelque chose, c'est-à-dire les bribes de vérité que nous essayons de produire. En anglais, ça se dit Gresham's Law of Bullshit, ce qui est peut-être plus tonique comme expression. Donc, effectivement, il y a un vrai problème. En même temps, il me semble qu'il est difficile de prétendre rivaliser sur le terrain du n'importe quoi. Ce qui voudrait dire quitter la position que nous essayons d'occuper et de défendre, à savoir le fait que justement les libertés académiques sont fondées sur le fait qu'on doit essayer de ne pas dire n'importe quoi. Donc c'est un combat inégal, mais il me semble que nous sommes bien condamnés à essayer de faire notre métier. Ça ne suffira pas et il y a d'autres formes d'action, mais en tout cas tout ce qui va dans le sens d'étudier, d'analyser, de faire notre travail, il me semble qu'on a intérêt à le revendiquer parce que c'est une manière de revendiquer la dignité du travail intellectuel. Tout compte fait, ta main était bien levée, Christelle. Mais voilà, ce que je me disais, c'était que par liberté académique, on ne peut pas juste résumer les libertés académiques à notre travail quotidien et à notre mission de recherche et de véridicité, enfin ou d'éthique de véridicité. On ne peut pas penser les libertés académiques sans l'infrastructure, en fait, sans l'emploi. On ne peut pas... c'est ce qui nous fragilise beaucoup, le fait que, d'une part, on soit complètement épuisé en tant que titulaire par les différentes charges administratives, technocratiques qu'on nous impose jusqu'à les évaluations HCERS, et ce qui nous épuise aussi moralement, c'est de voir quand même que nos successeurs et successeuses, en fait, n'ont pas d'emploi. En fait, il y a des disciplines entières qui sont en train aussi de disparaître. Et donc là, l'offensive doit porter précisément contre la ministre. Vous l'avez fait par une pétition, et c'est contre Bercy, en fait, qu'il faut trouver des moyens. L'arrêt est une possibilité, mais je pense que c'est vraiment très important de concevoir ces histoires de libertés académiques dans un cadre français qui est aussi un cadre républicain, qui repose en fait sur un principe constitutionnel qui est le droit de l'éducation à tous les âges de la vie,
et qui est là précisément tout à fait bafoué, quoi. Nassira, tu veux bien reposer ta question sur savoir et opinion? Oui, voilà, en fait, c'était par rapport à ce que la distinction que tu avais faite tout à l'heure. Je me posais juste la question de savoir qu'est-ce qui se passe, et il me semble que ça se passe souvent ces derniers temps, lorsqu'un propos fondé sur des savoirs est ravalé au rang d'une opinion, c'est-à-dire les logiques de dégradation de la validité des propos qui sont tenus, que ce soit d'ailleurs dans les médias ou que ce soit en milieu universitaire. Hein. Je pense que là, la porosité est parfaite. Et je me pose donc la question, qu'est-ce qui se passe et comment agir et comment contrecarrer cette tendance lourde? Est-ce que quelqu'un a une excellente réponse? En tout cas, moi, effectivement, j'en fais l'expérience tous les jours. La délégitimation de tout ce que je dis qui est toujours ravalé au rang d'opinion et par des gens qui n'ont aucune compétence scientifique ou en tout cas pas dans les domaines dont il est question. Encore une fois, je n'ai pas la réponse. Je crois qu'il y a des rapports de force et je suis bien sûr d'accord avec Christelle sur le fait qu'il n'y a pas que la question des libertés académiques, il n'y a pas que ça, etc. En fait, on est un peu débordé actuellement, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faudrait être sur beaucoup de fronts à la fois et selon nos compétences, nos envies, etc., nous sommes plus ou moins engagés de tel ou de tel côté. Mais il y a beaucoup à faire. Là-dessus, je trouve que le parallèle avec les sciences dites exactes, il est hyper instructif parce qu'il y a vraiment deux espaces, y compris en sciences exactes, c'est-à-dire des énoncés aussi clairs que le glyphosate est cancérigène, probable, que toute la littérature, la communauté de lecture, d'enquête non financée par l'industrie sont toutes convergentes, mais néanmoins, on va avoir une introduction du doute. Et là, tous les travaux sur la notologie, sur l'introduction du doute ou le financement du doute sur des savoirs établis, ce sont des méthodes qui viennent d'abord viser des savoirs établis sur le climat, sur l'environnement, sur des questions comme le cancer, etc. Et c'est des années et des années de travaux quand même qui peuvent là-dessus, je pense, nous éclairer. Et à chaque fois, c'est la même logique, c'est-à-dire c'est deux facettes. C'est à la fois renvoyer des savoirs établis vers l'opinion, dans un espace qui est pas celui de la science, mais qui est celui de l'entre-deux, c'est-à-dire les médias, l'espace public, etc. Mais il y a toujours cet autre processus inverse, c'est transformer en opinion le savoir. Nathalie Heinisch est la science incarnée, et son opinion est érigée au rang de savoir. Son absence d'enquête, son absence de travail deviendrait la science, quoi. Et donc, il y a toujours ce double mouvement, c'est-à-dire à la fois de renvoyer vers le subjectif et ce qui serait biaisé les savoirs établis, et dans l'autre sens, ériger l'opinion en savoir. Une des façons de renvoyer le savoir vers l'opinion, on observe en sciences dures, c'est finalement d'avoir des exigences de preuve qu'on ne peut pas fournir. Contrairement à ce qu'on pourrait savoir, la science, ce n'est pas que de la preuve établie à 100% tout le temps, etc. Il y a aussi un moment donné où il y a une forme de confiance dans la discussion qui s'établit, et il y a certaines formes de doute. On va augmenter le niveau d'exigence de preuve, par exemple sur les questions de tabac. C'est tout l'argument de l'industrie du tabac, ça a été d'exiger la preuve à des degrés empiriques impossibles que le tabac ne fournissait pas le cancer, parce que d'autres choses pouvaient fournir le cancer, comme le café, le stress, la pollution, et puis après tout, comment isoler un effet propre, etc. Et donc cette façon de renvoyer des savoirs établis à l'opinion, elle se fait aussi en exigeant des gens qui produisent des savoirs, des formes de preuves empiriques que, bien sûr, on ne peut pas fournir. En fait. Et donc ça, c'est aussi des rhétoriques. Je pense qu'on a vraiment beaucoup intérêt à aller voir les batailles qui ont été perdues ces dernières années du côté des sciences dites exactes, parce qu'on retrouve beaucoup de formes de rhétorique communes, quoi. Je compléterai, merci Sylvain, c'est vraiment très utile, enfin, c'est très important ce que tu dis, avec aussi d'autres formes qui sont le mépris en fait, politique de notre opinion. Il est quand même difficile de pouvoir être respecté si Emmanuel Macron est épidémiologiste. Et c'est un contraste particulier quand même, pour moi qui avait dirigé un numéro sur l'Asie orientale et sur le rôle des sciences sociales en Asie orientale,
l'importance de la parole des universitaires auprès des politiques, et sans commune mesure avec ce qui nous est propre aujourd'hui. Et pour compléter sur ces histoires de libertés académiques, donc déjà, ce serait de nous reconnaître une autorité quelconque, ce qui n'existe plus, ou si peu, et d'autre part, je veux dire du côté du gouvernement et de celui qui nous finance, mais aussi d'utiliser la machine judiciaire ou de laisser les industriels utiliser la machine judiciaire par des procès bâillons, par exemple, qui atteignent notamment les sciences dures de l'environnement, mais bien sûr aussi les sciences humaines et sociales qui travaillent dans ce contexte-là. Voilà. Je ne sais pas si je peux compléter. Merci beaucoup. Je donne la parole tout de suite, d'abord à Jean-François, ensuite à Anne-Laure, ensuite à Gwenaëlle. Je dis juste un mot sur le fait que dans le chat, vous avez vu le lien qui a été donné à juste titre du blog de Caroline, fact-checking, et en particulier de l'article qui avait été consacré à l'affaire de l'IEP et de Grenoble, puisque, comme elle le souligne ici, le rapport entre savoir et opinion était au cœur de cette affaire. Je te donne la parole, Jean-François. Merci d'avoir attendu patiemment. J'en prie. Oui, peut-être pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la manière dont on peut résister ou répondre aux attaques dont nous sommes l'objet. Il me semble que dans la société française, il y a quand même une valeur, comme on dit maintenant, qui reste importante, qui est un certain respect par rapport au travail et au travail bien fait. Je crois qu'il faut se situer sur ce plan et par exemple opposer à des gens dont la propension, par exemple, à parler de l'islam est inversement proportionnelle à leur connaissance non seulement du terrain, mais également de la bibliographie afférente. Opposer notre propre bibliographie, notre propre travail d'enquête sociologique, anthropologique ou quoi que ce soit, c'est pas forcément perdu d'avance comme positionnement. Et il y a quand même des démystifications à faire. Bon, évidemment, le mauvais clown Zemmour, mais enfin, même quand on voit des gens comme Pascal Perrineau, Taguieff, etc., qui par ailleurs peuvent être des collègues respectables à certains égards. Quand on les voit s'emparer de la question de l'islam, on peut être un petit peu perplexe. Bon, donc ça serait peut-être une première bataille à mener et renvoyer dans les cordes en assumant notre position, je le dis naturellement ironiquement, mais puisque maintenant c'est le terme qui a cours dans la société française et notamment dans les milieux d'affaires, notre position de sachant, je crois qu'il faut le faire. Après, il y a toute la question extrêmement difficile du délitement de la position de chercheur dans celle d'expert et de façon concomitante, et peut-être avec un rapport de cause à effet, la banalisation des médias comme instance d'appréciation, de valorisation dans tous les sens du terme de la qualité du chercheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains de nos collègues construisent leur réputation beaucoup plus sur les médias que sur l'appréciation de leur pairs. Bon. Et ça, c'est extrêmement compliqué. On a tous en tête la définition de l'expert par Michel de Certeau, qu'il compare à Félix Le Chat, lequel s'aperçoit qu'il est dans le vide alors qu'il y marche depuis un certain temps. Je crois que c'est une très bonne définition de l'expert. Et au fond, ça nous interpelle tous, parce que nous intervenons tous, plus ou moins, dans des médias, et donc sur un terrain qui n'est pas franchement le nôtre, où nous intervenons dans des commissions, nous sommes sollicités, c'est accentué par la contractualisation de la recherche des financements, etc. Donc là, je n'ai pas la réponse immédiate, et puis de toute façon, on n'a pas véritablement le temps d'en débattre, mais il faudrait vraiment que nous nous interrogions sur ce rapport que nous entretenons tous avec l'expertise et sur le rôle croissant
croissant de l'expertise et des médias, parce que les médias, dans l'appréciation de nos propres carrières et de nos propres paroles, parce que les médias, encore une fois, deviennent de plus en plus partie prenante du débat scientifique. Et puis, il y a deux autres pistes que je voudrais évoquer pour notre réflexion. La première, c'est de reprendre la vieille question de la servitude volontaire. Nous sommes tous, j'imagine, opposés à la nouvelle économie politique de la recherche, à ces expressions institutionnelles, etc. Et de notre côté, le choix parfois été délibérément fait par certains d'entre nous, nous participons à la machine, hein, par le biais de la culture de l'évaluation, par nos participations à des tas de commissions, etc. Et est-ce qu'au fond, nous ne correspondons pas dans notre pratique, est-ce que nous ne sommes pas nos pires ennemis en nous passant autour du cou le collier de la servitude volontaire. Dernière piste, essayons de reprendre l'essai de Michel Fer sur le temps des investis et de l'adapter en quelque sorte à notre propos et de voir quelles pourraient être les réponses pertinentes de notre part, mutatis mutandis, dans le contexte, on va dire, pour aller vite, néolibéral de la recherche. Est-ce qu'il n'y a pas des réponses inédites, neuves à imaginer en nous inspirant de cet essai qui est extrêmement stimulant pour penser une nouvelle forme de militantisme ou d'engagement politique par rapport au monde de la finance? J'espère ne pas avoir été trop abscon. Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord, je crois qu'il y a deux interventions. Je propose de ne pas en prendre d'autres, si ça vous convient, pour qu'il y ait 5 bonnes minutes de pause, puisque plusieurs personnes nous ont fait remarquer qu'enchaîner pendant plus de 4 heures pouvait être un tout petit peu fatigant et que la possibilité de sortir pour quelque fonction que ce soit pendant quelques minutes pourrait être la bienvenue. Donc, si vous êtes d'accord, Anne-Laure, puis Gwenaëlle, dans l'ordre de leurs mains et interventions. Bien, merci, merci à toutes vos interventions. Donc, je suis au cœur de cette affaire grenobloise qui est liée donc à ma présence dans le colloque, et sur laquelle je baserai en partie, mais pas de façon centrale mon intervention. Donc, je vais en profiter pour en parler un tout petit peu ici. Et notamment, effectivement, un des enjeux au cœur de ce qui s'est passé à Grenoble entre un labo, des enseignants-chercheurs, etc. Ça a été deux choses, à mon sens, maintenant, avec le recul. La lâcheté par rapport au racisme ambiant, racisme anti-musulman, islamophobie, voilà, tout ce qui s'est joué à cet endroit-là, d'une part. Et puis, en fait, finalement, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis l'objet des attaques plutôt que d'autres qui ont été plus centraux au départ dans la controverse, c'est un texte qu'on a écrit dont on n'imaginait jamais qu'il ferait le tour de la Terre, très maladroit, sur la question de l'opinion et du savoir. Qui nous a ensuite porté au vilainie et à toutes les accusations, notamment celle de cancel culture. Et donc, on n'a pas beaucoup parlé de ce terme qui permet effectivement de tout effacer, en tout cas de tout remettre à zéro. Et je crois que vis-à-vis de cette cancel culture, effectivement, il y a à la fois à faire et puis c'est une marée impossible à arrêter, puisque tout peut être cancel culture. Hein. On peut, au nom de qui l'on est, et plus on a effectivement de liens dans les médias, annuler tout ce qui a été dit précédemment à partir du moment où on fonctionne selon ce principe-là. Moi, il me semble que, ceci dit, je suis assez proche de ce que dit Christelle sur l'analyse structurelle en fait, de l'évolution de nos institutions qui permet ces attaques, dans la mesure où je trouve que finalement, peut-être un des éléments qui manque dans les débats, c'est le fait que nous considérions notre situation d'universitaire peut-être de manière un peu isolée, et que l'offensive contre le savoir, elle date en fait
notamment pour moi des années 2008-2009 sur Sarkozy, de la réforme des masters d'enseignement et de la transformation en fait programmée du statut du professeur des écoles ou de l'université ou du secondaire, pardon. Dont la formation a été rabaissée et la carrière rognée de 2 années et finalement avec pour conséquence une désertion en fait de ces métiers-là assez rapide et la fin en fait ou un décrochage très très net parmi les jeunes de ce que pouvait représenter l'attrait d'une profession qui était celle de la transmission du savoir. Donc je trouve qu'en fait, il faudrait aussi que nous nous penchions sur le lien avec le secondaire, avec la place des enseignants du secondaire et ce qu'ils vivent aussi au quotidien dans les batailles qu'ils doivent mener dans leur classe, notamment en histoire-géo, sur les débats dont nous travaillons aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qui est très structurelle, c'est la manière, en fait, en France, dont on a cette figure dominante de l'intellectuel qui est issue de l'aura des grandes écoles, de cette capacité à tout dire sur n'importe quoi. Hein. C'est quand même là-dessus que certaines revendiquent leur forme, enfin, c'est sur la base de la formation à cette compétence-là que certaines revendiquent leur formation, et qui fait qu'aujourd'hui, finalement, ce qui me semble troublant, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont effectivement des experts dans leur champ et qui vont parler ailleurs et qui essayent en fait d'emmener avec eux le capital social accumulé dans un domaine, dans un autre. Un des cas cités par Sylvain Laurens sur ce monsieur Kunz, sur ce type qui travaille, enfin qui fait à la fois, qui dit des choses sur les OGM et qui quelques jours plus tard fait une tribune dans le Figaro sur le genre, je crois, hein, c'est ça, qui est en fait un collègue d'un labo grenoblois. En fait, d'après ce qu'on m'a dit, parce que sur la question du genre, tout le monde lui est tombé dessus ensuite, sur la question des OGM, ce qu'il disait était pas complètement, était certes plutôt pro-OGM, mais pas complètement scandaleux et pas spécialement, ces recherches ne sont pas spécialement financées ailleurs. Mais ceci dit, pour X raisons, aujourd'hui, il ne l'aurait peut-être pas fait il y a 20 ans, il se donne l'autorité d'une tribune sur le genre qui, évidemment, est publiée dans le Figaro. Donc, une des questions, voilà, c'est plus des notions de débat. Une des questions, bien sûr, c'est que nous n'avons pas l'accès à ces médias-là. En tout cas, pour l'instant, ils sont de plus en plus concentrés, rachetés et fonctionnent avec un objectif et un rouleau compresseur. Face à ça, Bastille a un brevet avec Syngenta. Ok, je ne savais pas, donc je redirai aux gens avec qui j'en ai discuté. Et donc, pour revenir sur le fait de documenter, oui, il faut documenter. Je pense que sans doute, il faut documenter, mais pas y passer trop de temps. Et en tout cas, ceux qui documentent et qui documentent ce qui est invisibilisé par les médias, font du bien aux personnes qui sont dans la tourmente, en fait. Le travail de Caroline, au moment où j'étais vraiment au creux du trou, m'a fait beaucoup de bien, comme les petits communiqués syndicaux qui ont réussi à passer au niveau grenoblois, qui n'ont jamais réussi à monter au niveau national, d'ailleurs, les centrales étant rétives à l'intersectionnalité. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Gwenaëlle, est-ce que quelqu'un veut commenter ce que tu viens de dire, ou est-ce que Gwenaëlle veut reprendre le point qu'elle avait évoqué dans le chat, ou est-ce que la lassitude l'emporte, ou le sentiment de complétude peut-être? Je trouvais que c'était important ce qu'avait dit Christelle Rabier, ça fait sûrement le pont avec la suite. Enfin, je pense qu'on est quand même plusieurs à constater que on a du mal à se mobiliser collectivement. Enfin, moi, je vois mon labo, là, que ce soit pendant la réforme des retraites ou pendant ensuite les mobilisations contre ce qui était alors la LPPR,
on était vraiment minoritaire en fait dans le laboratoire, et c'était après, quand on voit que même avec des dizaines et centaines de milliers de personnes dans les rues, le gouvernement ne bat pas en retraite, enfin, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est sûr que c'est compliqué de faire croire aux vertus de l'action collective, que beaucoup de collègues sont quand même un peu épuisés parfois de leurs conditions de travail, même si ce n'est pas toujours le cas non plus. Voilà, mais j'ai pas de contribution particulièrement originale à apporter sur la question, mais je pense qu'effectivement, quand on se pose la question de voilà, comment on riposte face aux attaques réactionnaires et compagnie, bah, sûrement en faisant notre travail, mais et aussi en ayant le temps de bien le faire et de prendre la parole dans d'autres espaces que dans l'espace académique. Et ça prend un temps très important. C'est ce que tu disais, Caroline, tout à l'heure. Et donc, pour prendre ce temps-là, il faut avoir des bonnes conditions de travail. Enfin, et c'est vrai que c'est un enjeu majeur pour en fait, la majeure partie de notre profession. Donc, voilà, enfin, j'ai rien de plus à rajouter. Mais... Bah, merci beaucoup. Enfin, je pense que je n'ai pas besoin de consulter tout le monde pour savoir que nous serons d'accord sur ce point, donc je présume du consensus, et c'est ce qui, si vous êtes d'accord, nous permet de nous interrompre pour quelques minutes. Pour reprendre à 16h15, je voudrais faire deux choses. La première, c'est de remercier Christelle et de remercier Jean-François et Sylvain, de vous remercier beaucoup, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à cette discussion. Je trouve que c'est à nouveau très riche et on a, je crois, collectivement le sentiment qu'il se dit des choses et qu'il est bien qu'elles se disent, et c'est après tout un début de réponse. À nouveau, j'y insiste, un début, hein, bien sûr, je ne me fais pas d'illusions, mais aux questions posées sur que faire, bah, déjà, si on arrive à faire ça, c'est déjà quelque chose par rapport à l'espèce d'anomie que provoque la charge universitaire. Ça ne répond pas à tout, je le sais bien. Et la deuxième chose, avant de me taire et comme ça d'accorder à tout le monde 7 minutes de bonheur sans moi, eh bien, je vais afficher, vous l'avez peut-être remarqué, sur notre programme, nous avions un très beau dessin qui m'avait échappé le 1er juillet dernier, en 2020. C'est Fabien Jobard qui, sur une liste, a fait passer une copie de son vieux journal Le Monde. Et donc, j'ai contacté Aurel, qui a très généreusement et très rapidement accepté qu'on utilise son dessin pour notre colloque, ce qui était une manière de soutien, à condition, bien sûr, de citer l'origine. Donc, voilà, je mets ce dessin, si j'y arrive, ce qui montrera que je maîtrise toutes les technologies ou presque, et je vais le laisser le temps de la pause, et lorsque Caroline reviendra pour présenter la séance suivante, je pense qu'on préférera voir Caroline et qu'on sera tout à fait imprégné de la sagesse profonde de ce dessin. Donc, c'est le moment de dire tout à fait et de vous donner rendez-vous dans 5 bonnes minutes. Merci encore à tout le monde.